Et salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 46e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le sort d'annihilation ultime Medoroa a été diffusé le 28 août 2021 et se focalise sur l'entraînement de la coterie des héros avant le grand assaut contre le QG de l'armée du mal. Il couvre les événements du chapitre 163 jusqu'au 165 qui font le cœur du 18e tome du manga. Cet épisode marque également le fait que cette nouvelle adaptation possède maintenant le même nombre d'épisodes que l'ancien anime de 1991. Que de chemin parcouru jusqu'ici, ça se fait à coup de sort ultime, non ? Le storyboard de cet épisode 46 a été confié encore une fois à Satoshi Nishimura, qui en est à son 8ème épisode. Comme à son habitude, il arrive toujours à rythmer correctement ses épisodes pour qu'il passe crème. Et le metteur en scène qui lui a été associé cette semaine est Takayuki Murakami, dont c'est la première participation sur notre série fétiche. Cependant, c'est un habitué de la Toei où il travaille notamment sur la franchise Precure. On le remarque d'ailleurs qu'il ne dessine pas tant de storyboard que ça. La direction de l'animation a été confiée à Atsuko Kawamura. Elle en est à sa 7ème participation, mais ce n'a pas été la grande forme pour elle. Si l'épisode est loin d'être moche, il y a quand même quelques dessins de Matorif ou de Crocodile qui sont hors modèle, mais rien de très choquant. Il est à présent temps d'analyser ce 46e épisode qui propose de bien belles choses ainsi que de nombreuses scènes inédites. Alors faites-nous plaisir, rangez donc ces tisanes dans les placards, car on est parti! L'épisode débute sur une scène inédite tandis qu'Amy s'enquiert du sort de Yunkel. Elle décide d'aller chercher des fruits afin que le guerrier immortel vive au mieux sa convalescence. Elle n'en a totalement rien à cirer de Dai qui est dans la même pièce. Pop et Leona débarquent à ce moment-là pour annoncer la fin du conseil entre dirigeants. Et l'assaut final est ainsi prévu dans 5 jours. Le point de rassemblement est prévu au royaume de Karl qui est totalement en ruine. Dans le manga, la scène est assez différente. A la base, on pouvait voir Amy faire des emplettes au marché, et on pouvait l'y voir avec du pain et choisir des fleurs pour embellir la chambre d'hôpital. Malheureusement pour la jeune femme, la chambre est vide, et les 2 disciples sont déjà partis. Elle est alors rejointe par Apollo et Marine qui la taquinent sur son attirance envers Yunkel. Bien que l'on comprenne bien dans cette adaptation qu'Amy est amoureuse du beau gosse immortel, c'était plus explicite dans les planches de base dans lesquelles elle rougissait à son évocation. De plus, dans le matériel d'origine, c'est Apollo qui nous apprenait la stratégie de la coalition pour vaincre l'armée du mal, et non pas la princesse Leona comme c'est le cas ici. C'est un peu dommage d'avoir mis de côté ce passage du manga qui mettait bien en valeur les 3 sages de Papnica. Ceci dit, le dialogue se terminait de la même façon, en concluant que seuls les disciples d'Avan étaient capables de sauver le monde. Amy se faisait alors une raison en perdant son regard vers le ciel, et pensant par la même occasion à notre cher Yunkel. Ah, il faut la comprendre, il est si beau. Bref, on s'égare un peu du sujet principal. Concentrons-nous sur la suite de l'aventure qui continue dans la cabane de Lonberk. Lonberk, oui je sais. Lonberuk, si vous voulez. Le forgeron est fort mécontent de la prestation de Dai, et est bien décidé à l'entraîner d'arrache-pied. Les plans sur le visage du forgeron sont très réussis, avec des effets d'ombrage maîtrisés. Et quelques modifications ont été réalisées dans cette scène. Quelques détails graphiques n'ont pas été repris, comme les dessins sur le socle de l'épée dont les finitions étaient pourtant du plus bel effet. Les parents de Pop étaient aussi présents et assistaient à la conversation, mais ont disparu dans cette adaptation. D'ailleurs, le démon demandait à Junk de préparer la forge pour pouvoir réparer en vitesse les armes endommagées de nos héros. Le forgeron saisissait alors son épée avec classe, et Yunkel comprenait qu'il n'était pas qu'un simple artisan. Ici, Lonberk ne fait que toucher son épée avec vigueur, mais ne la saisit pas pour s'en équiper. Le résultat reste néanmoins le même. Yunkel et Dai passent un sale moment, et constatent que le forgeron est également un redoutable bretteur. Le guerrier immortel notait à cet effet que même en se battant contre lui et Dai en même temps, Lonberk n'était même pas essoufflé. La détermination du démon est très bien retranscrite dans son regard, et le passage est efficace. Dommage d'avoir fait une nouvelle fois sauter l'apparition du père de Pop à ce moment-là, puisqu'à l'origine il assistait à l'entraînement, et lui-même était à 1000 lieues de s'imaginer de la dextérité de son ami. Changement de lieu radical où on se retrouve devant le tourbillon de Valge en compagnie de Crocodile et Chiyu. Le roi des carnassiers demande de l'aide aux rongeurs pour s'entraîner, et cette petite scène n'apparaît pas dans le manga. Il en va de même pour la découverte de la cascade utilisée par Mam pour s'exercer, qui n'était pas du tout introduite de cette façon à l'origine. Ainsi, chaque lieu d'entraînement bénéficie d'une petite présentation, ce qui permet de fluidifier l'épisode, et c'est très appréciable. Tout comme le reste de ses camarades, Pop souhaite aussi être au top pour ses prochaines confrontations, et retourne voir Matorif pour lui faire part de la situation. Et le vieux maître confirme bien que la situation est inquiétante, car non seulement la nouvelle garde d'Adlar est en oricalque,
mais elle a également hérité de son nouvel état d'esprit. En effet, lorsqu'un objet prend vie grâce à un sort interdit, son créateur transmet un peu de son âme à sa création. Ainsi, Flazar était complètement obnubilé par la victoire et la gloire à l'image d'Adlar quand il l'a créé à l'époque. Mais aujourd'hui, sa garde a hérité de son sens de l'honneur et ses membres vont se battre ensemble, ce qui va rendre ses adversaires particulièrement redoutables. Pop conjure son maître de l'aider à trouver une solution pour vaincre de tels ennemis. Dans le manga, le jeune magicien précisait qu'il ne pouvait plus compter sur son Finger Flare Bombs, car il était vidé de son mana à chaque fois qu'il le lançait. C'est un peu dommage d'avoir fait sauter cette réflexion, car elle nous expliquait pourquoi il ne l'utiliserait plus. De plus, Imari va encaisser sans problème des sorts comme le Mao Plus de Zaboera, à savoir 10 Merazoma fusionnés, donc les sorts de feu ne lui feraient rien de toute façon. Matoriv décide donc de sortir de sa grotte et enseigner à Pop un nouveau sort. C'est évidemment un des grands moments de l'œuvre originale. Pop va enfin apprendre le sort le plus iconique de Daino Daiboken, le Medoroa. Et vous vous doutez bien qu'on va faire une petite présentation. Allez, on y va. Ce sort d'annihilation ultime se nomme donc Medoroa. Son nom vient simplement de la première syllabe de Mera, le sort de type feu, et de la dernière syllabe de Yado, le sort de type glace. Ajoutez à cela Roa, qui est l'anagramme de Arrow, qui veut dire flèche en anglais. Vous comprenez à présent la pose de Pop pendant l'opening. Un spoil pour ceux qui n'avaient jamais lu le manga, mais que du bonheur en barre pour les vieux fans. La traduction officielle de l'anime appelle cependant ce sort Medroa. On dirait bien que les gens de Square Enix ne sont pas au courant que cette magie est bien apparue dans plusieurs jeux de la licence, bien que ce sortilège ait été inventé dans Daino Daiboken. En effet, Medoroa est d'abord apparu dans Dragon Quest Monster 2 sur Game Boy Color puis sur PlayStation en 2001. Dans Dragon Quest Sword sur Wii, elle apparaît en tant qu'attaque combinée de magie par le personnage de Dean et l'épée du héros que l'on incarne. Dans la série des Dragon Quest Monster Joker, le sort y est implanté à partir du deuxième opus. Dans Dragon Quest of the Stars, on peut débloquer ce sort de rang A en ayant la chance de dropper une certaine arme, qu'on ne divulguera pas, sinon c'est du spoil, et ouais. Et enfin dans Dragon Quest 11, il est nommé Flammoglace. C'est un combo d'équipe utilisable par Veronica et le héros quand ils sont en état hypertonique. Bref, on va rien dire sur le nom de Flammoglace. Cependant, petite curiosité, Medoroa devait être implanté à la base dans Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Il apparaît effectivement dans la database du jeu, mais malheureusement, seuls les noms et les effets sont répertoriés. On aurait tellement imaginé Jessica faire un Medoroa, ça aurait été trop bien. Paradoxalement, c'est durant le premier morceau de cette scène que nous pouvons observer des faiblesses de l'épisode, dans lequel le visage de Matoriv ne lui rend vraiment pas hommage, et sa position est assez étrange. Dans le manga, le vieux maître avait aussi les jambes écartées, mais pliait beaucoup moins ses genoux, ce qui était tout de même plus esthétique, vous en conviendrez. Le vieux mage se transforme l'espace d'un instant en un Jami en puissance, et nous explique les fondamentaux de la magie dans l'univers de Dragon Quest. Ils ont même mis un graphique pour que tout le monde comprenne. Dans le manga, la conversation durait un peu plus longtemps, et Matoriv demandait à Pop de réciter l'ensemble des sorts de glace et de feu. Les explications du vieux mage étaient également plus complètes. Ainsi, en poussant son mana vers le positif, on accélère également le mouvement des molécules qui composent la matière, et on crée un sort de type Mera. Et à l'inverse, en abaissant son mana vers le négatif, en ralentissant les molécules, on génère des sorts de type Yado. Le secret de Medoroa est que l'énergie dégagée par l'étincelle entre ces deux types de mana opposés est capable de détruire n'importe quoi. On peut donc considérer cette magie comme un sort ultime, étant donné que son but est littéralement d'annihiler la matière. L'adaptation de la présentation du sort est très satisfaisante, et l'on peut bien voir que cumuler Mera et Yado est contre nature, et nécessite une concentration vraiment extrême. Dans les planches d'origine, Matoriv crée une flèche en fusionnant les deux sorts, et la concentrait dans ses deux mains pour pouvoir l'expulser par la suite. Dans cette adaptation, du temps a été pris pour présenter le choc entre les deux sorts, et le résultat est vraiment convaincant. Si on voulait chipoter un petit peu, on pourrait peut-être débattre sur l'angle de vue utilisé pour présenter Matoriv lorsque le sort est prêt. Le vieux mage est présenté de face, là où dans le manga le présentait de côté, et permettait de bien apprécier sa pose et son visage. Mais on va vraiment pas bouder notre plaisir, l'anime a réussi à bien adapter ce passage important, et la plupart des fans ont beaucoup apprécié ce bon moment. Bref, le vieux mage souhaite utiliser la manière forte pour que Pop apprenne à utiliser son sort, et lui demande de repousser son incantation, en utilisant également Medoroa. Si le jeune magicien échoue, alors il en mourra instantanément. Et notre petit Pop est terrorisé, et envisage même de retourner à ses vieux démons en prenant la poudre d'escampette. Dans le manga, on pouvait voir le magicien réfléchir avec un fond noir pour marquer ses pensées, comme c'est souvent le cas dans le style de Koji Inada. Malgré sa peur,
Pop se rappelle que son maître a enchaîné l'exécution de sorts puissants au cours de sa vie pour aider la coterie d'Havan à l'époque. Dans le matériel d'origine, un patchwork de planches d'anciens chapitres illustrait les moments clés durant lesquels le maître avait mis sa vie en jeu. Dans cette adaptation, on a le droit à des flashbacks très rapides mais tout aussi efficaces. Matoriv crache du sang et est visiblement très affaibli. Il sacrifie sa propre santé pour apprendre à Pop ce sort ultra puissant. Ainsi, en l'honneur du courage de son maître, Pop décide de l'affronter. La mise en scène est maîtrisée, avec une musique installant une ambiance solennelle. Le vieux maître remercie son disciple et lui envoie le sort, tandis que Pop prépare de son mieux un Mera ainsi qu'un Yado. Dans le manga, le professeur disposait d'un faciès avec une bouche grande ouverte, tandis qu'ici il semble un peu plus posé malgré la situation. La planche d'origine était vraiment magnifique, et on voyait bien que Pop n'avait plus aucune alternative une fois le sort lancé. Pop se prend la magie de plein fouet, et la mise en scène nous propose un plan sur le côté afin de bien apprécier la résistance entre les sorts. On voit tout de suite que Pop arrive à résister, tandis que dans le manga, on voyait d'abord la scène du point de vue de Matoriv, et on ne pouvait que deviner le corps de Pop. Le jeune homme essaye tant bien que mal de créer son propre Medoroa pour contenir le sort de son maître, mais la tâche semble bien ardue. Le flanc de la falaise se détruit petit à petit à mesure que la confrontation avance, et l'eau de la mer commence à s'évaporer, ce qui laisse imaginer à quel point ce sort est incroyablement puissant. Pop a énormément de mal à garder l'équilibre parfait, et le vieux mage se rappelle que son élève a toujours été meilleur en Mera plutôt qu'en Yado. Dans le manga, ce passage était plus explicite. On pouvait y voir une des mains de Pop commencer à fumer, puis son bras entier s'enflammait. Une autre planche montrait ainsi le pauvre magicien se concentrer sur la puissance de son Yado, et tentant d'ignorer la douleur de son corps en train d'être consumé. Et même si la scène ne reprend pas ce détail, elle reste superbement bien réalisée, avec un excellent travail des seiyuu et une bande-son qui nous tient en haleine. La scène s'arrête tandis que Pop hurle et qu'une énorme explosion retentit devant un Matoriv impuissant. On peut dire que l'adaptation de ce passage clé est une vraie réussite, avec une animation efficace, le design des personnages est maîtrisé et nous offre une montée en puissance dans nos émotions, c'était le pied total. Cette adaptation nous propose alors une scène inédite au manga, durant laquelle la princesse Léona en compagnie de Gomé se languit de pouvoir s'entraîner un peu elle aussi. C'est un ajout assez anecdotique, mais il a le mérite de donner davantage de place à ses personnages. On repasse alors du côté du roi des carnassiers qui a visiblement réussi à diviser en deux le tourbillon de Valge. Chiou est toujours présent et l'aide à retrouver son chemin sous ses eaux en tirant sur une chaîne. Les plans sur Crocodile ne sont pas très esthétiques, et c'est l'un des points faibles de l'épisode, mais ça dure que quelques secondes. Dans le manga, la scène était un peu différente. En effet, notre rongeur préféré était aussi accompagné de Baduk et de deux autres soldats du pape Nika, qui assistaient à l'entraînement de notre cher Croco. Évidemment, Chiou continuait également de mettre en valeur sa force et la valeur de son assistance, ce qui laissait Baduk totalement pantois. On rechange encore d'endroit en la compagnie de Mam, qui s'entraîne près d'une cascade, tel Shiryu au sommet du pic des 5 vieillards. Comme nous pouvons nous en douter, on assiste ici à une légère censure dans l'adaptation à travers les vêtements de Mam. La jeune femme troque ainsi sa culotte contre un short, un choix probablement opéré pour éviter de trop sexualiser la jeune fille. Mais cela reste une décision qui ne correspond pas vraiment au personnage, qui ne s'embrasse pas de fausse pudeur. On serait curieux d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas, la scène reste efficace et reprend vraiment bien les planches qui nous présentaient les coups de Mam. Que cela soit le premier coup qui arrête net la chute, ainsi que la précision de ses attaques contre des gouttes d'eau stagnantes. Nous avons ainsi le droit à quelques plans vraiment superbes, et les fans de notre artiste martial seront aux anges. Pop a assisté à toute la scène et est impressionné par la vitesse de Mam. Celle-ci remarque d'ailleurs que le bras droit de Pop est calciné, et notre mage explique que c'est l'apprentissage d'un nouveau sort qui lui a réservé ce désagrément. La scène est fidèle, mais elle tombe un petit peu à plat étant donné que nous n'avons pas bien vu le bras de Pop être brûlé lors de son entraînement. Le magicien reste cependant convaincu que cela vaut le coup, et son visage plein d'assurance a été bien repris. C'est aussi le cas dans la reprise de sa réaction face au corps de Mam, qui passe de la stupéfaction à un regard carrément pervers faisant référence à l'opulente poitrine de la jeune femme. Ne soyons pas trop sévères avec notre magicien, après tout, il est dans la pleine fleur de l'âge. Tandis qu'il se met à courir pour fuir la réaction de Mam, il fait tomber un énorme rocher que Mam va s'empresser de détruire avec une chope dévastatrice. Tout est bien retranscrit, que cela soit dans la tronche de Pop morvonnée ainsi que dans la vitesse de la jeune femme. En regardant sa dulcinée, Pop se dit qu'il faudrait vraiment qu'il arrête de fantasmer sur ses jambes étant donné qu'elles sont devenues de vraies armes de destruction massive. Au-delà de la censure, on félicite la direction prise dans cette scène, et cela est très fidèle au matériel d'origine. On retrouve encore une fois notre Pop un peu plus tard, durant un passage inédit aux côtés de son maître.
Alors que Matoriv dort du sommeil des justes, le magicien se remémore en vue subjective l'équilibre à maîtriser pour exécuter Medoroa. Et l'épisode continue avec du contenu jamais vu dans le manga, où Pop s'entraîne à exécuter ce sort ultime. C'est assez satisfaisant pour les fans, et les effets autour de la magie sont saisissants. On retrouve alors la trame classique, en apercevant le résultat du Medoroa de Pop. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe s'est totalement lâchée, puisque le trou réalisé dans la falaise est vraiment énorme dans cet épisode en comparaison avec la planche de base qui était impressionnante, mais ne faisait pas autant dans la démesure. Matoriv en reste pantois et félicite son disciple. Celui-ci le remercie et espère prendre la relève. Grâce à cet apprentissage, ce ne sera plus la peine pour son professeur de continuer à utiliser des sorts dangereux. Dans les planches de base, quelques cases présentaient Pop avec un arrière-plan particulier, qui résumait assez bien le personnage avec aussi bien sa jovialité que son respect et affection pour son professeur. Et l'épisode nous régale encore une fois d'une nouvelle scène inédite, dans laquelle Matoriv demande à Pop pourquoi il a décidé de devenir mage en compagnie d'Avan. Un flashback nous explique alors que le maître avait très vite décelé l'immense potentiel magique de Pop. C'est un ajout intéressant qui permet de lier le parcours du jeune garçon. Pendant ce temps, on retrouve Zaboera dans la prison du QG des armées du mal. Le roi du mal l'a fait enfermer pour finir son existence. Le légat aurait dû être exécuté pour son insubordination, mais au regard de ses efforts réalisés pour créer l'archifiélon, il a été gracié par son supérieur. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent nous avions été surpris de voir le légat enfermé plus rapidement que dans le manga. Eh bien la scène dont nous avons parlé dans notre review de l'épisode 45 est bien présente ici. On peut donc y voir Im en compagnie de Sigma le cavalier. D'ailleurs son Lucie semble beaucoup plus grand sur ses plans en comparaison avec la planche de base. Il sera intéressant de voir si ce traitement sera généralisé ou non. On retrouve alors notre cher Adlar dans sa salle du trône perso, il en a de la chance. Le décor est parfaitement retranscrit, et on pourra constater qu'il a toujours une bouteille et un verre de vin. Ça n'était pas le cas dans le manga. Il semblerait que l'archifiélon soit devenu accro au cru de l'armée du mal. On espère juste que c'est pas de la piquette. Albinas, la reine de la garde rapprochée d'Adlar, conseille à son roi de condamner à mort immédiatement Zaboera. Mais celui-ci rappelle le rôle qu'il a joué dans sa transformation, ainsi que le sacrifice de son propre fils pour en arriver là. Cette réflexion est d'ailleurs intéressante, car il semblerait qu'Adlar ait plus de respect pour le travail de Zamza et son abnégation que son propre père. Jadis, le roi du mal aurait mis à mort son légat sans sourciller, mais son code d'honneur a changé, tout comme son visage, qui est bien plus calme qu'auparavant. On appréciera également le faciès impassible d'Albinas, qui a bien repris les planches originales. On se trouve alors dans la salle du trône de Vern ce coup-ci, qui demande à Kilvern d'assassiner le dragon endormi. Ouais bah Baran quoi. Le dernier boss est d'ailleurs en train de boire du vin, comme dans le manga. Décidément, va falloir discuter de ce problème d'alcool au sein des effectifs, ça commence à bien faire. Les plans sur l'assassin et l'empereur du mal sont de toute beauté, et subliment les planches de base. En particulier quand l'arme de notre faucheuse se met à briller pour marquer sa dangerosité. C'est sur ce plan-là que se terminait le chapitre 165. Et l'épisode se termine tandis que l'on découvre Baran tapi au fond d'une grotte en train de se reposer. Probablement pour reprendre l'intégralité de ses moyens suite au terrible combat contre Dai. C'est donc un combat à mort entre Kilvern et le Chevalier Dragon qui s'annonce. Quel suspense! Cet épisode a proposé d'excellentes idées à l'image de nouvelles scènes intéressantes. Nous avons ainsi droit à des plans plus complets du premier Medoroa de Pop, quelques secondes dans la compagnie de la princesse Leona, ainsi qu'un flashback apprécié avec Maître Avan. Quelques éléments ont été changés, à l'image de la disparition des parents de Pop dans la cabane de Lundberg, l'absence de Baduk lors de l'entraînement de Crocodile, ou la modification de la tenue plus courte de Mam. La censure autour de la jeune fille ne correspond pas vraiment à l'idée que l'on pourrait se faire du personnage, mais ça reste assez anecdotique. En revanche, il serait intéressant de faire réapparaître le vieux soldat de Papnica auprès du roi des Carnassiers, étant donné qu'ils avaient réussi à forger une belle bromance. Côté réalisation, l'épisode nous a offert de beaux plans, et une superbe représentation du sort culte de Dai no Daiboken. Nous pouvons donc être rassurés sur ce point. Les musiques ont également été bien insérées, et elles ont permis de délivrer l'émotion nécessaire lors de cet instant clé. Évidemment, tout n'est pas parfait, et quelques plans sont plus faibles que les autres. En particulier notre cher Crocodile qui en fait les frais. Et évidemment Matoriv qui n'a pas toujours été bien représenté. Toutefois ces défauts restent assez minimes, et l'épisode a réussi à bien adapter ce moment d'entraînement pour les différents protagonistes. L'ordre de certaines scènes a d'ailleurs été changé, et cela permet de fluidifier ce bon épisode de façon efficace. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous dans les commentaires.
Cette 46e review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.